Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique chaque semaine pour tous les médecins. Bonjour à tous et bienvenue sur Super Docteur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir dans cet épisode le docteur Mélanie Ricard-Henry, présidente du mouvement Médecins pour demain. Ensemble, nous allons détailler les messages que porte cette association qui est de plus en plus présente dans le monde de la médecine générale. Nous allons discuter avec elle des revendications de Médecins pour demain, de son impact sur le système de santé, mais également de la vision que ce mouvement porte pour l'avenir de la médecine en France. Bonjour Mélanie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez me dire ce qu'est Médecins pour demain ? Alors, Médecins pour demain est né d'un mouvement sur Facebook, sur les réseaux sociaux, de médecins qui échangeaient entre eux et ils se sont rendus compte qu'il y avait une sorte sensation désagréable de ne pas pouvoir faire son travail comme on le souhaitait, d'avoir l'impression de faire de l'abattage, de ne plus pouvoir faire de la médecine de qualité comme on souhaite le faire. Et donc du coup, de ce mécontentement est né le mouvement qui a pris de l'ampleur parce qu'après ça a grossi et il arrivait juste avant les négociations conventionnelles qui ont eu lieu l'an dernier. Qui n'ont pas abouti d'ailleurs. Le mouvement est né de ça. Il y a eu plusieurs revendications qui ont été portées haut et fort pour faire valoir une médecine de qualité, donc justement rémunérée, pour essayer de limiter les dégâts, parce qu'on sait qu'on n'est pas suffisamment nombreux sur tout le territoire français, mais donc pour essayer de limiter les départs et puis d'attirer les jeunes dans la profession de médecins de ville. Et finalement, on est devenu une association parce que c'était plus simple de se structurer, être une entité à part entière. On a plus de poids à ce niveau-là. Ok, et vous êtes combien aujourd'hui ? Alors sur Facebook, on a plus 18 700 membres et au niveau de l'association, on est près de 4 000 membres. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les revendications de Médecins pour demain et quels sont les défis que vous avez identifiés dans notre système de santé et quelles solutions votre mouvement propose-t-il et met-il en œuvre ? Médecins pour demain souhaite une médecine de qualité pour tous, mais avec une juste rémunération pour les soignants. Nous, effectivement, on comprend le problème, l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque de soignants et qu'il y a un grave problème d'accès aux soins en France. Ça, on l'entend, on est bien d'accord, on le voit tous les jours dans nos consultations. Et donc, nous, on a pensé les choses en se disant, on veut bien pouvoir embaucher des assistants médicaux, on veut bien pouvoir investir dans nos cabinets, mais pour ça, il faut des rémunérations conséquentes. Et on ne veut pas dépendre des subventions de la sécurité sociale. Quand un dentiste embauche son assistant, il l'embauche grâce à ses honoraires, il l'embauche grâce à son revenu. Et donc nous, on veut faire fonctionner nos entreprises, c'est des entreprises libérales, on veut les faire fonctionner de la même manière et pouvoir embaucher qui on veut, quand on veut et de la manière dont on veut. Et la sécurité sociale nous propose des subventions, alors je parle juste des assistants, mais elle nous propose des subventions avec des objectifs à suivre, à atteindre, mais qu'on peut pas toujours atteindre. Et donc ces subventions déjà font peur parce qu'on n'est pas sûr de les avoir de manière pérenne sur le long terme. Et puis voilà, c'est une question de liberté. On est censé être une profession libérale et finalement on n'a plus de libéral que le nom. Donc voilà, nous on revendique une médecine de qualité dans laquelle on pourrait garder cette liberté d'action, cette liberté d'installation, cette liberté de prescription. Et aujourd'hui, la sécurité sociale est plutôt dans le désir de contrôler ce qu'on fait, contrôler nos prescriptions, contrôler comment on utilise notre argent. Voilà, c'est deux visions différentes des soins en fait. En étant secteur 1, on n'a pas trop le choix de pouvoir majorer nos honoraires autrement que de négocier avec la sécurité sociale et avec les déficits
croissant, la sécurité sociale essaie de faire des économies et notamment sur le dos des soignants et donc c'est là-dessus qu'on essaie de se battre, depuis le début et donc c'est pour ça que depuis le début, on demande une rémunération à la hauteur de la moyenne européenne, mais qui supprimerait toutes les rémunérations, forfaitaires sur objectif comme la ROSP, comme, le forfait structure, comme ces rémunérations pour les assistants médicaux et cetera. Voilà, donc c'est pas, juste la consultation à 50 €, c'est la consultation à 50 €, mais avec la suppression des autres rémunérations. Donc je comprends que la philosophie de votre mouvement, c'est de rendre les médecins généralistes libéraux, indépendants, d'avoir une activité, à la manière d'un entrepreneur libéral, percevoir des honoraires et puis gérer comme il l'entend son cabinet, sans dépendre des subventions de l'État. Et pour ça, j'ai cru comprendre qu'une des mesures principales que porte votre mouvement, c'est de valoriser l'acte C, l'acte de consultation, à 50 €. Oui, c'est tout à fait ça, mais encore une fois, c'est 50 €, mais derrière, il y a plein de choses. 50 €, ce serait l'acte de la consultation. D'ailleurs, quand on parle de la revalorisation de l'acte à 50 €, c'est le C, hein, c'est pas le G. C'est-à-dire, c'est la consultation pour tout le monde et pas que, les généralistes. On veut pouvoir, revaloriser toutes les spécialités, donc c'est le C et ça permettrait à tout à chacun de gérer son entreprise libérale comme il l'entend. Parce que là, clairement, aujourd'hui, on est dans du pour ce qui est des secteurs 1, les secteurs 2, c'est un petit peu différent et encore qu'avec avec l'Optam, il y a aussi pas mal de limitations. Mais, aujourd'hui, on est dans une logique où finalement, on pourrait presque paraître comme salarié de la sécurité sociale, sauf que finalement, on a des charges à payer. On a, alors certes, en secteur 1, la sécurité sociale nous prend en charge une partie de nos charges sociales, mais des charges sociales, on a nos loyers à payer, on a nos secrétariats à payer, on a tout ça et un salarié n'a pas à payer ça. Donc au final, ça rend bien service à la sécurité sociale qu'on soit pas salarié. Et donc si on est libéraux, et ben on doit le rester, on doit pouvoir faire ce qu'on entend avec notre rémunération en final. On constate que votre mouvement, il est très politisé. Vous êtes présent, dans le débat public, notamment contre la loi Vall'Toux, contre, les communautés professionnelles territoriales de santé, contre la loi Rist-Berger également. Est-ce que vous pouvez, me dire quel est votre bilan à l'heure actuelle? Effectivement, on est politisé, mais on est apolitique. Ça, c'est assez important à dire. C'est que depuis le début, on a toujours dit qu'on était asyndical, apolitique. Asyndical parce qu'on n'a pas prétention de réunir plus un syndicat qu'un autre. On essaye de rassembler tous les médecins, peu importe qu'ils soient syndiqués, non syndiqués et peu importe quel syndicat. Alors effectivement, on a des tendances, hein, mais bon après ça c'est tout à chacun qui juge. Et pour ce qui est du politique, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'on rassemble on se rend compte quand on discute avec les médecins, avec nos membres, qu'on rassemble des médecins qui sont de tous bords politiques. Et finalement, notre seul intérêt, c'est de maintenir une médecine de qualité en France, pouvoir continuer à se soigner parce que c'est ce pourquoi on a été formé, c'est ce pourquoi on a choisi ce métier, c'est prendre soin des gens et qu'aujourd'hui, on sent qu'on est maltraitant et donc peu importe notre bord politique, on essaie de se battre pour ça et on sent aujourd'hui finalement, les politiques aujourd'hui ne cernent pas bien ce que c'est la médecine de ville et la médecine libérale. Quand on discute avec beaucoup de politiques, on se rend compte que pour ce qui est ceux qui ne sont pas dans le métier ne se rendent pas compte de ce qu'on fait vraiment en ville. Votre association Médecins pour demain, elle est de plus en plus présente. On vous voit de plus en plus, à la télé, dans les débats, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez eu des premiers succès significatifs, des choses qui vont dans le bon sens? Alors, bah oui, depuis plus d'un an maintenant, on a quand même eu des choses positives. Bah, c'est relatif, hein, mais on a quand même, avec la grève de l'an dernier, il y a eu une forte pression sur les syndicats, sur les négociations conventionnelles et finalement,
ce fameux CET, n'a pas été, admis et les négociations ont échoué. Donc on a permis d'éviter, une catastrophe, j'ai envie de dire. Le CET, c'est le contrat d'engagement territorial. C'est ce contrat qui, demandait, aux médecins de travailler tant de jours par an, de faire tant de samedis par an et puis, au sein d'un même cabinet, on aurait pu avoir, des médecins qui, avaient des rémunérations, des honoraires différents parce que, un tel avait moins de patients qu'un tel et donc du coup, tel médecin aurait eu le droit par consultation 5 euros de plus, enfin, des choses complètement ubuesques et puis qui avec une obligation de travailler tant de jours par an. C'était un contrat de salariat caché au final. Donc voilà, donc ça, les syndicats l'ont tous refusé en bloc, ça c'est une bonne chose. Euh, voilà. Après, il y a eu effectivement la loi Risberger où on a quand même réussi à faire modifier euh, au Sénat le texte pour l'édulcorer, on va dire ça comme ça. L'obligation de PDSA et PDSE au niveau des établissements de santé. Donc ça a été supprimé. Ce qu'on veut, c'est pouvoir informer les médecins au plus près de la réalité sur ce qui se passe. La plupart des médecins sont la tête dans le guidon, travaillent énormément et n'ont pas le temps de s'intéresser à ce qui se passe. Il y a très peu de médecins qui sont syndiqués, donc ils connaissent pas le mode de fonctionnement, pourquoi les syndicats existent, à quoi ils servent, euh, comment se passe comment sont fixés nos honoraires auprès de la sécurité sociale. C'est des choses que beaucoup de médecins ne savent pas, savent même pas forcément qu'il y a des négociations avec la Sécu tous les 5 ans, etc., etc. Donc voilà, on essaye d'informer les médecins de toutes ces choses et puis pour qu'ils deviennent un petit peu acteurs, mais pas forcément acteurs dans le sens je vais m'engager, etc. Ça peut être juste acteur dans le sens il y a des élections URPS, je vais voter. Juste ça, c'est je vais voter, je donne ma voix et si tout le monde va voter, finalement le paysage représentatif, que ce soit au niveau des syndicats, au niveau des conseils ordinaux aussi, hein, tout ça, si tout le monde va voter, on a une meilleure représentation des médecins qui sont en activité au niveau du territoire. Donc c'est important que tout le monde aille voter pour pouvoir faire porter sa voix. Très bien. Et quelle est la vision à long terme de votre mouvement concernant l'activité médicale dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? La Sécu, le gouvernement veulent prioriser l'accès aux soins en voulant déléguer, en voulant transférer les tâches surtout. Et nous, on veut pas transférer nos tâches parce que finalement, transférer les tâches des médecins généralistes, ça voudrait dire qu'on ait des actes faciles, des actes moins faciles. Alors peut-être, quand bien même, mais bon, un acte facile peut finalement se transformer en un diagnostic difficile. Et c'est toutes nos études et nos 10 ans d'études qui font qu'on a cette perception. Et donc du coup, on ne veut pas transférer nos tâches et on veut pouvoir faire cette prise en charge globale du A à Z et ne pas faire d'abattage. Nous, on a été formés pour prendre soin des gens, donc on a été formés pour faire entre guillemets, on a envie de faire de la qualité, on a envie de prendre soin des gens. Et puis en face, on a des personnels administratifs qui n'ont qu'une idée, c'est de faire des économies. Donc voilà, on essaye de trouver des terrains d'entente, mais c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que si jamais on n'aboutit pas à ce qu'on veut, plus tard, dans 10 ans, ça sera pas du tout la médecine idéale qu'on imagine. Ça sera, en tout cas, le gouvernement veut aller vers le fameux NHS, là, le système à l'anglo-saxonne. Et quand on voit aujourd'hui les prises en charge au niveau des pays anglo-saxons, ça fait pas du tout rêver. On arrive à la fin de l'épisode, je vous remercie, c'était très clair. J'espère que ça aura donné envie à bon nombre de nos confrères de s'informer, de s'engager, du moins de décider avec toutes les informations possibles, pour aller voter, peut-être se syndiquer pour supporter tel ou tel mouvement et puis pour lutter contre, la dégradation, perpétuelle de notre système de santé. Parce que rien n'est écrit d'avance, vous êtes, l'exemple de tout ça. C'est en se battant quotidiennement, en militant, qu'on peut faire bouger petit à petit les choses et qu'on peut se lever, se dresser pour refuser certaines choses qu'on pense inacceptables dans le soin. Est-ce que vous pouvez, pour terminer, nous dire où est-ce qu'on peut s'informer, où est-ce qu'on peut se rejoindre, où est-ce qu'on peut retrouver votre association Médecins pour demain?
Alors déjà, on a un site internet, médecinpourdemain.fr. Alors il y a un S à médecin pour, pas le louper. Sur notre site internet, il y a toutes les infos, hein, qu'on diffuse. On a une newsletter aussi, où tout le monde peut s'inscrire. Donc ça, c'est pour l'accès public, on va dire. Et puis après, il y a les accès un peu plus privés parce qu'on souhaite quand même être un groupe de médecins. On a nos groupes WhatsApp qui sont accessibles pour les médecins. Et les internes. Et puis le groupe Facebook aussi, c'est pareil, où c'est un groupe privé qui est accessible pour tous les médecins et les internes. Sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, enfin, on essaye d'être un peu partout. Merci beaucoup Mélanie, à bientôt. Merci. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux me laisser une note de 5 étoiles sur ton application, ça m'aiderait aussi beaucoup. Tu peux également rejoindre la newsletter afin de recevoir une fois par mois un mail dans lequel je te transmets plein de contenu pour la médecine générale. Enfin, tu peux participer financièrement sur la cagnotte Tipeee. Toutes les ressources sont dans les notes de cet épisode. À bientôt!